Belle semaine à tous et bon mois d'août, voilà, bon mois d'août donc à tous les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation, une nouvelle semaine de découvertes et d'informations à partager avec vous. Merci de nous renouveler votre fidélité, merci de suivre Bonjour le Faso. Cette semaine, nous nous intéressons au mémorial Thomas Sankara. C'est ce mémorial qui nous accueille pour la rubrique à la découverte 2. Donc, nous allons vous présenter tout au long de cette semaine ce mémorial Thomas Sankara et c'est dans la rubrique à la découverte 2. Les informations du jour nous seront présentées par Adèle Semporé que nous retrouverons tout à l'heure pour la revue de presse. Notre invité du jour est Monsieur Paz Ien. Il est juriste et avec lui nous parlons aujourd'hui de l'affaire d'extradition de François Compaoré, une extradition donc qui a été validée par la justice française, il faut le rappeler. Nous allons parler de ce thème ou de ce sujet avec le juriste Paz Ien. Il est en même temps analyste politique. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Cette semaine qui débute est une semaine incluant deux dates très importantes pour le Burkina Faso. Il s'agit notamment des dates du 5 août marquant l'anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sous l'impulsion de Maurice Nyamego et celle du 4 août marquant l'anniversaire de la révolution de 1983 avec Thomas Sankara à la tête. Nous avons donc décidé de faire un clin d'œil à la période révolutionnaire en vous présentant le mémorial Thomas Sankara cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Alors, une manière pour nous de rendre hommage au père de la Révolution, Thomas Sankara, en visitant son mémorial. Notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé au Conseil de l'Entente où il a été tué le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et de l'ancien président ghanéen, Feu John Jerry Rawlings, qui était un ami de Thomas Sankara. La statue a été vivement critiquée par beaucoup de Burkinabés lors de son premier dévoilement le 2 mars 2019. Elle sera ensuite démontée, puis refaite pendant un an avant la deuxième inauguration le 17 mai 2020. La statue du mémorial Thomas Sankara trône au Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente a été le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution, CNR. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Selon les sankaristes, bâtir le mémorial Thomas Sankara dans cet espace, c'est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution. Notons que la statue de Thomas Sankara est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes symbolisant ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial Thomas Sankara s'est matérialisé en 2016 avec la chute de Blaise Compaoré, mais son idée date de 2007, date du symposium international marquant le 20e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 camarades. Quand on parle du mémorial Thomas Sankara, sachez que ce n'est pas la statue de l'homme uniquement, ce n'est pas la statue de Thomas Sankara. Le mémorial doit regrouper aussi autres infrastructures, notamment un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment, toutes les infrastructures du mémorial ne sont pas encore réalisées, il reste quand même un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina Faso. On se souvient que des personnalités ont visité ce mémorial à Thomas Sankara et la dernière visite de marque est celle de l'opposant et député français Jean-Luc Mélenchon.
La visite du mémorial est ouverte au public et aux Burkinabés. Donc, ces Burkinabés peuvent aller le visiter. Cette semaine, nous vous présentons le mémorial Thomas Sankara dans la rubrique à la découverte. Et ce sont les vacances, pourquoi ne pas profiter, amener vos enfants, connaître ce mémorial qui est le mémorial du père de la Révolution. Allez-y, pourquoi pas le 4 août, anniversaire donc de la Révolution, pour justement présenter ce mémorial-là à vos enfants. Allez-y visiter, parce que nous, en tout cas, notre devoir aussi, c'est vous présenter ces sites historiques, touristiques, donc qui marquent l'histoire de notre pays. Et c'est dans la rubrique à la découverte 2, pour faire connaître plus le Burkina Faso. Nous poursuivons et nous disons merci à tous les techniciens qui ont travaillé justement pour la réalisation de cet élément sur le mémorial Thomas Sankara. Et pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de retrouver Adèle pour les informations à travers la revue de presse. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous sommes avec Adèle pour les informations à travers la revue de presse. Elle est bien installée sur ce plateau. Bonjour Adèle et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Pour savoir donc l'information traitée par les journaux, nous commençons à découvrir la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien qui nous affiche à sa une insécurité et mauvais état des routes de la région de l'Est, marche de protestation des populations de 5 provinces, l'accès au gouvernorat refusé. Compte rendu du Conseil des ministres, Bessic Burkina, l'agence de Koudougou dispose désormais d'un nouveau siège. Certification ISO 9001 version 2015 de la CAMEG, une nouvelle page pour un des maillons essentiels du système sanitaire burkinabé. Et toujours à la une du journal Le Quotidien, projet de relecture de la loi 057-2006 portant promotion immobilière au Burkina Faso. Des promoteurs immobiliers expliquent leur non-participation à l'atelier national de validation. C'est ce qu'on peut retenir de la une du journal Le Quotidien qui nous informe également que Bessic Burkina a un nouveau siège. L'agence de Koudougou dispose désormais d'un nouveau siège. Et nous passons au journal Le Pays. Le Pays qui nous affiche un grand titre « Marche-meeting du mouvement Ougoul Moufi ». À l'Est, les manifestants remontés contre le gouverneur. Réforme en cours sur la gestion foncière au Burkina. Les promoteurs immobiliers récriminent. Feu vert du Conseil d'État français pour l'extradition de François Compaoré. Les carottes sont presque cuites pour le petit président. Et dans la rubrique Confidence du week-end, axe Ouagadougou, un véhicule de la gendarmerie saute sur une mine et fait 3 blessés. Actu Foot, c'est une rubrique du journal Le Pays. Asek Mimosa, Baki Kone prend la porte. Coupe de la fraternité et le développement de la diaspora au Burkina, communion totale entre Ivoiriens et Burkinabés. Retrouvailles des anciens du LTO, la fête fut belle. Et nous sommes maintenant avec Aujourd'hui au Faso. Ce journal nous informe que la CAMEG a été certifiée ISO 9001 version 2015 avec le titre La CAMEG, première grossiste pharmaceutique au Burkina certifiée ISO 9001-2015. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso ce lundi matin, grand oral de Choguel Maïga au Mali, le scepticisme sur le timing de la transition demeure. Conseil des ministres, vaste mouvement dans les ambassades, apurement de la dette intérieure irrégulière, adoption du RND 2021-2025, il s'agit du référentiel de développement. Tension entre le Maroc et l'Algérie, M6 met bas la terre pour ses noces de bronze. Affaire Norbert Zongo et décision du Conseil d'État sur l'extradition de la France. Et si François Compaoré rentrait au Bercail sans attendre une interrogation de Aujourd'hui au Faso. Et pour terminer, dédicace de l'œuvre Tokale, Touwende Simon Tarnagda pour la valorisation des noms endogènes.
Voilà qui nous amène à lire la une de l'Observateur Palga. À sa une, ce lundi matin, on peut lire sursis à exécution. C'est relativement à l'affaire expédition de François Compaoré. L'Observateur Palga nous invite à commenter l'événement. C'est d'ailleurs une rubrique du journal. RN3 Kayadori, une escorte de la gendarmerie victime d'attaque à l'EEI. Relecture des textes sur le foncier, les promoteurs immobiliers dénoncent leur mise à l'écart. Yezuma Koulibaly, de militaire a dit à paysans le récit d'une reconversion réussie. Lutte contre la radicalisation, dialogue inclusif, un renfort au Sahel, civisme fiscal, une batterie de recommandations pour inverser la courbe. Et relativement à l'extradition de François Compaoré, l'observateur s'est entretenu avec Maître Benewende Sankara qui fait partie des avocats de la famille de Norbert Zongo. Et Maître Sankara nous confie que la course est terminée. Allons maintenant à Bobo Dioulasso pour lire la une de l'Express du Faso. L'Express du Faso, ce quotidien bobolais, nous affiche à sa une route Orodara-Péré, frontière Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, nous allons descendre dans la rue, menace les populations. Éducation, arrondissement 6 de Bobo, des tablettes, des enveloppes financières aux meilleurs acteurs. Autant le dire, de quoi François Compaoré a-t-il réellement peur? C'est une interrogation de l'Express du Faso. Et puis, fonds d'appui à la presse privée, les bénéficiaires peuvent passer à la caisse. Simple détail, comme si c'était Newton Ahmed Bari le problème. Faso Zidrowo, le nouveau bébé de Tanderno, du Tanderno politique. Mais ils ne veulent pas du tout de la refondation. Et puis, zone Sonature, arrondissement 3 Bobo, un centre agricole par excellence. Voilà ce qu'on retient comme information ce lundi matin. Merci Adèle. Et pour les commentaires, nous allons débuter par cette certification de la CAMEC, certifiée ISO 901-2015. L'information est donnée par les journaux aujourd'hui. Certifié plutôt ISO 9001, version 2015. Okay. Alors, la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, donc la centrale burkinabé qui est chargée de l'achat des médicaments, a eu une certification donc venant ISO 9001 version 2015. La certification a été présentée vendredi dernier donc à Ouagadougou. C'était d'ailleurs au sein même de la CAMEG. Et c'était bien évidemment des joies, des visages qui étaient en joie, des discours aussi de joie pour donc se féliciter de cette certification. Et selon les premiers responsables de la CAMEG, c'est l'effort, le travail abattu de tout l'ensemble du personnel, des autorités burkinabè, des autorités sanitaires qui ont conduit à cette certification. À cette cérémonie, donc, mention spéciale a été faite au Premier ministre Christophe Dabiré, qui est, selon les premiers responsables de la CAMEG, le pilier de la maison, parce qu'en son temps, quand Christophe Dabiré était ministre de la Santé, c'est lui qui a pensé à l'installation, à la création de la CAMEG. Et aujourd'hui, il est toujours aux affaires en tant que Premier ministre et il assiste après 30 ans après donc la création de la CAMEG, à la certification de la maison. Donc, ce qui dénote de la qualité des produits vendus à la CAMEG, du sérieux au sein de la CAMEG, donc, qui caractérise le personnel, qui caractérise les premiers responsables. Et selon donc, la directrice, cette certification-là va accroître, sinon va accentuer la confiance du gouvernement, va donc accroître la confiance de la population, mais bien sûr la confiance des partenaires techniques et financiers qui auront davantage la preuve que la CAMEG est sérieuse. Elle fournit des services de qualité, elle fournit des produits de qualité aux populations et elle est toujours présente pour les populations.
Et dans ce ordre d'idée, le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, a invité les populations à consommer ce qui vient de la CAMEC, donc au détriment des médicaments de la rue. On sait que pour les populations, pour certains, ce qui vient de la CAMEG n'est pas forcément de qualité. On parle de médicaments essentiels génériques, on ne parle pas forcément de spécialité. Et le ministre de la Santé, c'est bon de consommer les produits de la CAMEG. C'est des produits qui nous aident pour notre santé, qui soignent les maladies, spécialités essentielles, génériques. Et donc, les populations sont invitées à consommer donc, les produits pharmaceutiques de la CAMEG. Et le Premier ministre a invité donc, le personnel à continuer le travail, à aller toujours dans le sens parce que plusieurs efforts restent encore à fournir. La certification, ce n'est pas la fin. Il faut encore travailler à ce que donc, la CAMEC puisse progresser au cours des années à venir. Donc, la confiance de la population est encore renforcée. Nous sommes heureux de savoir qu'au Burkina Faso, la centrale qui est chargée de l'achat des médicaments est reconnue. Au Burkina Faso, on parle d'une première et la CAMEC, selon les informations, en Afrique subsaharienne, elle vient donc devant. Une bonne nouvelle donc pour le Burkina Faso de se représenter au niveau international à travers la CAMEC. Donc félicitations à toute l'équipe, félicitations aux autorités sanitaires du Burkina Faso. Merci Adèle. Et l'autre sujet qui a fait parler vraiment de lui tout le long du week-end, c'est l'affaire François Compaoré. Est-ce qu'on peut espérer que François Compaoré revienne enfin au Burkina Faso? C'est la grande question. La grande question, en tout cas, l'espoir est permis qu'on revoie François Compaoré un jour au Burkina Faso pour jugement concernant l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Alors, l'espoir est permis. Comme je l'ai dit, c'est possible que François Compaoré revienne au Burkina Faso. C'est d'ailleurs la décision de la Cour de cassation française. La Cour a vendredi autorisé l'extradition de François Compaoré, qu'il revienne au pays pour être jugé dans l'affaire qui le concerne, notamment l'affaire Norbert Zongo. Et c'est une décision qui intervient après donc le recours formulé par François Compaoré et ses avocats donc pour annuler le décret du Premier ministre d'alors français Édouard Philippe. Donc le Premier ministre Édouard Philippe avait autorisé par décret que François Compaoré puisse revenir au Burkina Faso pour être jugé dans l'affaire Norbert Zongo. Et les avocats ayant fait recours, la Cour de cassation a rejeté le recours des avocats de François Compaoré et ont autorisé donc son extradition vers le Burkina Faso. Ça, c'était vendredi. Mais quand on parcourt les journaux ce matin, on nous apprend que, bien évidemment, les avocats de François Compaoré ont poursuivi. Ils sont allés à la Cour européenne des droits de l'homme et là, c'est le dernier recours. Probablement, ils n'auront pas aussi raison si on suit le processus qui a abouti à cette décision de la Cour de cassation française. Et donc, ils n'ont qu'un seul fil à la Cour européenne des droits de l'homme pour un recours. Et la Cour a samedi, d'après les journaux, invité donc la Cour française à suspendre l'extradition le temps qu'elle statue sur le recours des avocats de François Compaoré. Donc cela peut prendre encore des années. La Cour européenne des droits de l'homme peut prendre plusieurs années pour statuer sur la décision avant maintenant de sortir une décision soit favorable, soit défavorable. Mais on espère qu'elle sera favorable pour que l'affaire Norbert Zongo puisse enfin aboutir. Depuis maintenant plus de 20 ans, cette affaire est toujours là, pendante. Une affaire qui a connu un non-lieu en 2006 avec une seule personne inculpée qui est aujourd'hui décédée. Après l'insurrection populaire, l'affaire a connu un rebondissement avec l'inculpation de 3 militaires, notamment de l'ex-RSP. Et aujourd'hui, un mandat d'arrêt international est lancé contre François Compaoré et c'est ce processus-là qui a conduit à la décision de la Cour de cassation française avec
le rejet donc, du recours des avocats de François Compaoré. Donc, est-ce que François Compaoré sera bientôt au Burkina Faso? On espère que la réponse est oui. Si on s'en tient à la décision de la Cour de cassation française et en espérant donc une décision favorable de la Cour européenne des droits de l'homme, sans compter d'autres facteurs qui peuvent venir empiéter. Je parle notamment de son âge. Aujourd'hui, François Compaoré est âgé de 67 ans. Donc, l'espoir est permis, mais on espère qu'il sera toujours en bonne santé, qu'il sera toujours là quand la Cour européenne des droits de l'homme va rendre sa décision favorable, on espère, pour qu'on puisse voir la vérité éclater sur l'affaire Norbert Zongo. Ce matin, les journaux s'interrogent de quoi François Compaoré a peur réellement. S'il n'est pas inculpé, s'il n'a rien à se reprocher dans cette affaire, pourquoi lui-même il ne prend pas la décision de rentrer au pays pour répondre à l'appel de la justice de son pays? C'est une interrogation. Tout compte fait, la course est finie, comme l'a dit Maître Sankara, un des avocats de la famille Norbert Zongo. La fuite est terminée parce que tout ce qui est passé est derrière nous. Tout le long processus est derrière nous et le bout du tunnel n'est plus loin, selon les explications de Maître Benewende Sankara dans les colonnes de l'Observateur Palga ce matin. Et donc, il dit que la course est pratiquement terminée. On n'attend plus que la Cour européenne des droits de l'homme qui va statuer. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais on espère que elle rendra sa décision dans un court délai et que François Compaoré sera toujours sur pied pour répondre à l'appel de la justice burkinabé. L'inquiétude des avocats de François Compaoré, c'est le traitement qui pourrait lui être réservé une fois au Burkina Faso, parce que ces avocats parlent de traitement inhumain que pourrait connaître François Compaoré s'il rentre au pays. On parle de torture qu'il pourrait subir, d'autres choses qu'il pourrait subir en prison au Burkina Faso. Parce que selon les avocats, l'affaire est politique, est purement politique. Donc les autorités actuelles burkinabées voudraient la peau de François Compaoré pour des raisons politiques et donc ils ne sont pas favorables à son extradition. Mais quand on lit les journaux aussi, pour quelqu'un qui serait, parce que son inculpation n'est pas encore déterminée, c'est un présumé coupable, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'un procès dise le contraire. Et donc, pour l'Observateur Palga ce matin, pour quelqu'un qui serait à la base de l'assassinat et du traitement inhumain qu'a connu Norbert Zongo, pour celui-là, on ne pourrait pas parler de traitement inhumain parce que si on devrait rendre la monnaie de ce qu'il a fait, enfin de ce qu'il aurait fait à Norbert Zongo, les avocats ne seraient pas peut-être à cette étape-là de parler de traitement inhumain à l'endroit de François Compaoré. Donc François Compaoré reste pour le moment présumé innocent, jusqu'à ce que la justice burkinabé démontre le contraire à travers un procès qui sera donc tenu au Burkina Faso. On espère que tout cela se fera dans un temps précis, que la Cour européenne des droits de l'homme va statuer d'ici là. En tout cas, elle prendra encore des années pour statuer sur la question. Samedi d'ailleurs, elle a donc invité la justice française à suspendre l'extradition de François Compaoré jusqu'à ce qu'elle statue sur la décision. Et donc, on attend encore pendant combien d'années? La question reste posée. La question reste posée et comme on le dit, hein, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Et quand on sait que dans cette affaire de procédure pour l'extradition et tout, ça dure déjà 4 ans, bon, on se demande combien de temps on va devoir attendre encore. L'une des raisons aussi que j'ai lues dans le communiqué des avocats de François Compaoré, une raison qui a retenu mon attention, il parle d'un pays en grave déstabilisation. Bon, c'est que pour eux, il se pourrait que les avocats de l'homme ne puissent même pas à un moment donné venir le défendre au Burkina Faso parce que le Burkina est dans une grave déstabilisation. Je reprends leurs mots pour faire correct. Bon, c'est comme si
Une fois qu'on extrade justement François Compaoré, à un moment donné, ils vont rester là-bas, ils vont vouloir venir défendre leur homme et ils n'auront pas la possibilité. Moi, je me demande en quoi le Burkina Faso est vraiment déstabilisé à tel point qu'on ne puisse pas accueillir des avocats pour défendre on comprend bien sûr la position des avocats de parler François de Compaoré. Ils parlent bien évidemment de la de situation sécuritaire au Burkina Faso avec les attaques terroristes que connaît le pays, avec le lot de personnes déplacées internes. Et donc les avocats pensent que cette crise sécuritaire-là n'est pas vraiment favorable à la tenue d'un procès pour François Compaoré. Et vous savez que les Blancs ont d'ailleurs coloré le Burkina Faso tout en rouge. Rouge pour dire que le Burkina ne vit pas, le Burkina est touché au plus profond par les attaques terroristes. Il n'y a plus de vie au Burkina, ce qui est d'ailleurs faux. C'est vrai que à certaines zones du pays, il y a des attaques, mais à en croire les autorités sécuritaires, tout est mis en œuvre avec des mesures pour restaurer la sécurité au Burkina Faso, pour que les personnes déplacées internes puissent regagner leur localité d'origine. Et donc, on comprend leur position. C'est de leur droit de défendre leurs clients avec les mots qu'ils veulent, avec des situations qu'ils veulent. On comprend tout à fait leur position. Mais au Burkina Faso, en tout cas, on attend que François Compaoré revienne. Comme l'a dit certains journaux, l'ont dit certains journaux, aujourd'hui, les prisons burkinabées ne sont plus comme les prisons de l'ère Compaoré, où on pouvait torturer des prisonniers à mort, où on pouvait torturer des journalistes d'investigation à mort. Aujourd'hui, cette justice burkinabé n'est plus la justice d'il y a quelques années. La justice connaît une certaine indépendance qui permet qu'aujourd'hui, François Compaoré soit détenu dans des conditions optimales, qu'il soit dans des conditions de détention optimales jusqu'à ce que son procès se tienne, jusqu'à ce que son jugement voit le jour. Et donc, les avocats peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est de leur droit. De trouver les justificatifs pour empêcher l'extradition de François Compaoré. Mais de l'autre côté, les Burkinabés restent sereins. Et ils espèrent que tout va aboutir dès que François Compaoré va rentrer. C'est vrai que l'âge joue aussi. Le temps, toujours contre le Burkina, le temps, l'âge et tout ça. Mais on espère que, en tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme va statuer en un temps record pour que François Compaoré puisse donc rentrer au pays. C'est tout ce qui bloque. Tous les blocages là ont été levés. Donc, on n'attend plus que la Cour européenne des droits de l'homme. Si la décision est favorable, peut-être que ça prendra encore un temps pour que le processus aboutisse avant maintenant que François Compaoré rentre au pays. D'accord. Et pour terminer, on parle de cette marche de la population de l'Est. Encore une marche. Encore une marche donc à l'est du Burkina pour dénoncer la situation sécuritaire. On sait il y a quelques mois que à la mobilisation de l'association Ougoulmoufi, les populations donc de la région de l'Est avaient battu le pavé pour dénoncer la recrudescence des attaques terroristes, mais aussi l'état des routes à l'est du Burkina. Et samedi dernier, l'association a encore sonné la mobilisation et les populations des 5 provinces de la région de l'Est ont encore battu le pavé pour dénoncer justement leur situation sécuritaire, dénoncer aussi l'état défectueux des routes, l'insécurité que vivent ces populations avec les personnes déplacées internes, mais aussi les populations ont dénoncé samedi sur le plan sanitaire, le manque de matériel technique donc pour la prise en charge sanitaire à l'est du Burkina Faso. Et selon le président de l'association, à la dernière marche en avril dernier, l'autorité avait affecté, donc après la manifestation, l'autorité a affecté des médecins au CHR de Fada. 15 médecins notamment, avec 14 médecins donc spécialisés à l'hôpital donc de Fada. Mais selon le président de l'association, c'est toujours insuffisant. L'hôpital manque toujours de matériel pour la prise en charge adéquate des malades et donc il faut que des efforts soient toujours fournis. Et donc ce que les populations de Tapoa, de Fada, de la Nyanya, de la Komandjari, de Kompienga ont dénoncé, c'est l'insécurité qu'elles vivent au jour le jour.
l'insécurité qui renaît, en tout cas selon l'explication des populations, même si de l'autre côté, les autorités parlent d'efforts qui sont fournis, parlent de mesures qui sont prises pour donc en tout cas traquer les terroristes, pour permettre, permettre donc aux populations de vivre dans la quiétude. Les populations se sentent toujours abandonnées malgré les efforts des autorités sécuritaires, malgré les efforts du gouvernement. Et donc, elles demandent un regard plus, on va dire, plus accentué à leur égard. Tout allait bien, en tout cas, de la manifestation jusqu'à ce que, au gouvernorat, l'accès soit refusé aux premiers responsables, à ceux qui ont sonné la mobilisation, parce que l'accès au gouvernorat a été refusé aux responsables de l'association Ougoulmoufi. Donc, ils n'ont pas pu remettre leur plateforme au gouverneur. Et ça dénote du mépris des autorités de la région de l'Est à l'égard des populations qui souffrent toujours et que les populations décident de venir porter leur voix de façon plus haut et que les autorités, en revanche, refusent de les recevoir. C'est un mépris donc à l'endroit des populations et l'association a dénoncé cela. Elle a d'ailleurs pris acte. Après la manifestation, elle a sorti un communiqué pour prendre acte de l'attitude du gouverneur et a invité ses membres et ses sympathisants à rester à l'écoute parce qu'elle prévoit encore d'autres manifestations d'envergure plus grande selon l'association. Donc, l'association a invité donc les populations à rester à l'écoute et à attendre les mots d'ordre à venir. Elle parle de manifestations qui sera encore plus grande que les marches qu'on a connues. On ne sait pas ce que l'association prépare, mais en tout cas, elle dit qu'elle va faire des manifestations d'envergure plus grande que ce qu'on a eu. C'est dommage que pour des populations qui vivent l'insécurité au jour le jour, elle ne soit pas reçue par l'autorité locale. On imagine tout ce que les populations ont pu penser à l'instant. Qu'est-ce que ça signifie ce refus? Qu'est-ce que ces populations doivent comprendre par ce refus? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce refus? Pourquoi d'ailleurs refuser de les recevoir une fois que la manifestation est pacifique? Parce que on a vu les images, on a vu que, en tout cas, la manifestation était pacifique. Quand on a refusé de les recevoir, c'est vrai que la colère est montée d'un cran jusqu'à ce que des manifestants bloquent la route nationale. La route menant à Fada, la route a été bloquée, mais après des négociations, le blocus a été levé. Et c'est vraiment resté pacifique. En tout cas, à notre connaissance, on n'a pas entendu qu'il y a eu des casses, qu'il y a eu des dégâts quelque part. Les populations, les manifestants sont restés dans le calme, dans la sérénité, jusqu'à replier, jusqu'à repartir après le refus du gouverneur de les recevoir. C'est dommage qu'elles n'ont pas pu donner la plateforme. Certainement, c'était pour faire des propositions sur le plan sécuritaire, sur l'état d'effectuer des routes, sur le plan sanitaire avec le manque de matériel. Aujourd'hui, FADA a des spécialistes maintenant pour la prise en charge, mais pour l'association, il faudrait encore faire quelque chose pour les soins sanitaires au niveau de FADA. Donc, restons à l'écoute. L'association, en tout cas, dit que des actions sont à venir. Merci pour ces analyses. Merci à vous et très belle semaine en compagnie de Savane TV. Merci à toi et belle semaine à toi également. Tu Merci. restes avec nous. En attendant, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires, Abidjan, Bamako, Ouagadougou et bien d'autres pour découvrir les couleurs du temps des villes d'affaires. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, place à la rubrique invité du jour, virgule, et on revient. Paz Yen est notre invité de ce jour. Il est juriste, certifié manager public et consultant en analyse politique. Il est sur le plateau avec nous. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, on se rappelle qu'on vous a reçu sur ce plateau de Bonjour le Faso. La dernière fois, on a parlé de ce projet de redécoupage du territoire burkinabé annoncé par le gouvernement. Et vous étiez contre ce type de redécoupage donc, du territoire. Actuellement, on va dire qu'on n'entend plus tellement parler de ce projet-là. Est-ce qu'on peut dire que ça vous conforte dans votre position?
Oui, on n'en entend plus parler, mais est-ce que il y a eu sursis à exécution de ce projet-là, je me demande, parce que juste après notre passage ici, on a vu qu'il y a eu quelques conférences par-ci par-là sur la question. J'ai même eu l'occasion d'avoir le projet de redécoupage, ou bien si vous voulez, les critères, voilà, qui ont été avancés pour les découpages. Je sais que ils ont parlé de la création de nouvelles régions et qu'il fallait désormais au moins 3 provinces pour créer une région. Il y avait la naissance de nouvelles provinces. Je pense qu'il fallait une distance minimum, si je ne me trompe pas, de 40 kilomètres. Oui, 40 kilomètres pour pouvoir, entre deux chefs-lieux de province. Et je sais qu'il y avait un projet de suppression des préfectures. Les préfectures allaient être supprimées et ce sont les hauts commissariats qui allaient s'en occuper. Déjà, ce projet me réconforte dans mes positions. C'était pour dire qu'en réalité, comme je vous l'avais dit, c'est pas pour rapprocher l'administration de l'administré, parce que nous savons que les préfets sont plus proches des administrés que les hauts commissaires. Donc, si on supprime les préfectures, le haut commissaire a un niveau beaucoup plus haut. Et comme je vous le disais également, si ça avait été, si l'objectif c'était de donner un meilleur maillage sécuritaire, je vous le disais également que le découpage administratif militaire n'obéit pas au découpage administratif civil. Donc, il n'y avait pas de raison. Mais on se demande ce qui va en être. La CENI vient d'être mise en place. D'ici là, certainement, il va falloir procéder au redécoupage effectif. Parce que juste après cela, on va mettre en place les structures déconcentrées de la CENI. Et forcément, s'il y a redécoupage, c'est dans les jours, les mois à venir, en tout cas cette année, avant l'année prochaine. Parlons maintenant de cette question d'actualité, notamment la décision de la justice française d'extrader François Compaoré au Burkina pour qu'il réponde dans le cadre du dossier judiciaire Norbert Zongo. Alors, est-ce qu'on peut dire que la course est terminée pour François Compaoré, comme l'a dit Maître Benewende Sankara? Bon, disons que la course n'est pas terminée, elle l'est presque. Parce que le plus dur a été fait. Le plus dur, c'était au niveau interne, parce que, vous savez, la procédure dure, je pense, 4 ans. La procédure dure 4 ans. Vous savez, à un moment donné, dans la procédure d'extradition, il faut à un moment donné que les autorités administratives prennent la décision d'extrader. Et maintenant, c'est cette décision-là qui a été attaquée devant le Conseil d'État qui a statué en premier et dernier ressort pour voir est-ce qu'il n'y a pas de griefs qui empêchent l'extradition. Vous savez, pour extrader quelqu'un, de façon générale, les conditions sont qu'il faut d'abord que le pays où la personne est, l'infraction qu'on lui reproche dans son pays d'origine, que le pays d'accueil retienne ça aussi comme infraction. Si par exemple, ce qu'on lui reproche au Burkina n'était pas condamné en France, du coup la France allait refuser. Je peux prendre un exemple banal, la sorcellerie. Quand vous prenez par exemple la sorcellerie, qui est une infraction dans certains pays, par exemple en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, par exemple, la sorcellerie n'est pas une infraction. Donc, si on demande au Burkina d'extrader quelqu'un pour qu'il soit jugé en Côte d'Ivoire pour sorcellerie, le Burkina va refuser. Pourquoi? Parce que chez nous, ce n'est pas un souci. C'est un exemple, par exemple. Donc, il fallait se rassurer que ce qu'on lui reproche déjà au Burkina, qu'en France, cela constitue aussi une infraction. On se rassure aussi que ce n'est pas pour des raisons politiques. C'est pas pour on ne l'extrade pas pour qu'il soit jugé pour des raisons politiques. Quand si c'est pour des raisons politiques, la France refuse. Parce que la jurisprudence est constante là-dessus. On ne n'extrade pas pour des raisons politiques. Donc il fallait se rassurer que quand on veut l'extrader au Burkina Faso, ce n'est pas les politiciens qui veulent faire un règlement de compte politique. Je pense que c'est ce que d'ailleurs ces avocats ont avancé pour dire qu'il n'aura pas un procès équitable parce que ce qu'on lui reproche, c'est pas vrai. Et qu'en réalité, c'est des raisons politiciennes qui sont avancées. Donc le Conseil d'État qui a vidé le dossier estime que il n'y a pas de mobile on va dire politique derrière, donc on peut l'extrader. Et immédiatement, donc, ces avocats ont fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez? Est-ce qu'à ce niveau, justement, François Compaoré a la chance, peut avoir de la chance? Bon, quand on va devant une juridiction, on a toujours de la chance.
On peut gagner comme on peut perdre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, cette décision, on appelle ça des arrêts. C'est des arrêts plutôt déclaratoires. Les cours de droits de l'homme, on va dire que c'est le même format que la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et ainsi de suite. De toutes les façons, ce sont des cours qui ont été mis en place suite à des conventions. Maintenant, les conventions, vous savez, les pays doivent les mettre en œuvre de bonne foi. Voilà, c'est ce qu'on appelle en droit le principe pacta sunt servanda. On les met de bonne foi. Chaque pays doit être d'accord pour que ce qu'on a décidé ensemble, on puisse le mettre en œuvre. Maintenant, quand la Cour rend ces arrêts déclaratoires, elle peut déclarer que la décision d'extrader François Compaoré au Burkina Faso ne garantit pas, par exemple, ne lui garantit pas un procès équitable. Elle va déclarer cela. Automatiquement, ça ne veut pas dire que sa force exécutoire automatiquement. Il va falloir que au niveau interne, c'est-à-dire en France, qu'il puisse avoir des réaménagements pour que on puisse revoir son cas. Vous voyez? Parce que les décisions ne sont pas directement exécutoires comme au niveau interne. En matière pénale, par exemple, il y a des jurisprudences là-bas, assez claires, mais en matière administrative, je peux dire que cette fois-ci, ça va nous donner l'occasion de mieux comprendre, parce qu'en matière pénale, lorsque la Cour européenne déclare qu'il y a eu violation, par exemple, des droits de l'homme, c'est ce qu'on fait habituellement, il y a un procès, un réexamen de l'affaire. C'est-à-dire qu'on ramène l'affaire à l'interne pour que ce soit réexaminé, pour prendre en compte ce qui a été décidé par la Cour européenne. Donc ici, au cas où ça sera décidé, on peut s'attendre peut-être à ce que les autorités françaises puissent réexaminer les décisions qu'ils ont prises. Mais il n'y a pas beaucoup de chances que cela puisse arriver. Parce que vous savez que pour faire une comparaison, voilà, si on essaie d'aller en droit comparé africain, c'est vrai qu'habituellement ce sont les Européens qui nous donnent l'exemple que nous suivons. Souvenez-vous de l'affaire Guillaume Soro. La Cour africaine des droits de l'homme avait demandé à ce que on retire le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. La Cour africaine des droits de l'homme avait demandé à ce qu'on accepte Guillaume Soro comme candidat en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas eu lieu parce que l'État de Côte d'Ivoire ne l'a pas voulu. Parce que simplement les décisions de cette Cour-là n'avaient pas force exécutoire. Mieux même, la Côte d'Ivoire a décidé même de suspendre, on va dire quoi, sa participation à cette Cour-là. Au niveau européen, c'est vrai que les gens essaient d'harmoniser. Parce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, la première question, c'est est-ce que ce recours-là suspend l'exécution? En cette matière, on peut dire qu'il y a une petite jurisprudence, mais allemande, où c'est dans une procédure d'expulsion. Il y a eu recours donc devant la Cour européenne des droits de l'homme et ça a suspendu l'exécution en attendant que la Cour se prononce. La Cour s'est prononcée en faveur de celui qui a intenté l'action et les autorités allemandes ont dû réaménager à l'interne pour prendre cela en compte. Donc aujourd'hui, c'est pour dire que ce qu'il faut retenir, c'est que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sont purement déclaratoires, non pas force directement exécutoire. Donc, si François Compaoré a eu gain de cause à ce niveau, certainement il reviendra aux autorités françaises de reconsidérer. Et elles peuvent ne pas le reconsidérer, hein. C'est une possibilité. Elles peuvent ne pas le faire pour des raisons. La Cour française pourrait quand même autoriser. Oui, en fait, puisque le décret d'extradition est pris par le Premier ministre. Okay. Ce sont les autorités. Alors, si vous voulez, quelque part, il faut une volonté politique pour le faire. Maintenant, c'est cette décision, parce que c'est un règlement, voilà, cette décision qui a été attaquée devant le Conseil d'État. Voilà, le Conseil d'État, si vous voulez, c'est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. Voilà, il y a plusieurs ordres. Quand on vous juge, et puis on doit vous attraper enfermé, là, c'est ce qu'on appelle l'ordre, comment dirais-je, le procès pénal. Donc il y a le pénal, il y a le civil, il y a le niveau administratif. Donc c'est cette décision qui a été attaquée. Voilà, le décret qui a été pris par le Premier ministre pour extrader. Donc il est fort probable que malgré l'arrêt qui sera pris, peut-être, hein,
en faveur de François, que les autorités décident de le faire. Après, peut-être c'est le Conseil des ministres comment dire, européens qui va peut-être essayer de rappeler la France à l'ordre. Mais tout va dépendre maintenant de la volonté des autorités françaises. Et après aussi, ce dont les Burkinabés ont peur aujourd'hui, c'est le temps que pourrait prendre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que déjà, on a entendu du moins c'est 4 ans dans cette procédure d'extradition et tout. Ensuite, on voit que c'est validé par la justice française. Donc, un autre recours. On se demande, bon, combien de temps à peu près on peut attendre pour encore avoir une réponse de la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce qu'on peut donner un temps? C'est ça la question. Voilà, le temps de la justice ce n'est pas le temps des hommes, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais bon, je ne pense pas que cela puisse prendre encore 4 ans. Hein. Voilà, je ne pense pas. La Cour certainement verra peut-être l'urgence d'y aller ou pas. Mais je ne pense pas que cela puisse prendre beaucoup de temps. Voilà. Mais on ne peut pas estimer, on ne peut pas vous dire que ce sera dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 3 mois. Voilà, les griefs qui ont été avancés par les avocats seront débattus, puisque les avocats disent que ce n'est pas évident qu'il ait un procès équitable et qu'il y a la question de l'insécurité. Je pense qu'ils vont beaucoup plus miser sur cela pour dire que le pays est stable et que ce n'est pas évident qu'eux puissent effectuer le déplacement pour venir le défendre. Si les avocats ne peuvent pas défendre leurs clients, est-ce que le procès sera équitable? C'est la question. Peut-être on pourra leur répondre qu'il y a des avocats au Burkina qui pourront défendre bien sûr François Compaoré. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso a été déconseillé par l'ensemble des pays européens, voilà, à leurs ressortissants. Donc cela a été déconseillé. On attend de voir ce qui sera décidé. Et puis pour nous les juristes, ça fera jurisprudence. Et parmi ces arguments aussi, ces avocats parlent donc, en plus que le pays n'est pas stable, ces avocats parlent de torture, de menaces, comme si aujourd'hui pour eux, si François Compaoré revient, sa vie est menacée, il y a des risques et tout. Est-ce que, comme le dirait l'autre, qui pourrait en vouloir à François Compaoré pour ne pas peut-être laisser la justice faire son travail? Bon, vous savez, hein, ce sont ces avocats. Ils plaident la cause de leurs clients. Donc, tout ce qu'ils peuvent dire pour défendre leurs clients, ils peuvent le dire. Maintenant, la question que nous, on se pose simplement, c'est est-ce que les faits qui lui sont reprochés sont réels ou pas? C'est là la question. Voilà, il s'agit de mort d'homme. Il s'agit d'un individu qui a été tué et les enquêtes montrent qu'il est impliqué puisqu'on dit qu'il est instigateur. C'est vrai. Monsieur Juiz, il est innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par le tribunal. Mais toujours, il faut qu'il accepte donc de se présenter devant ce tribunal. Maintenant, les risques de torture et tout, je ne pense pas que actuellement au Burkina Faso, cela puisse se faire. C'est pas comme aujourd'hui, les choses sont très suivies. Et quelqu'un comme François Compaoré qui arrive au Burkina Faso, même de la prison où il sera, je sais que les gens vont suivre ça de très près. Je ne pense pas qu'on puisse le torturer, des choses comme ça. Je ne pense pas que cela puisse arriver au niveau de Burkina Faso. Maintenant, ils estiment que le procès risque de ne pas être équitable. Et ça, ils ont leurs arguments, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ce procès ne soit pas équitable. Surtout si ces avocats acceptent de se déplacer, ils pourront défendre. Et aujourd'hui, toute l'opinion nationale et internationale va braquer le regard sur le Burkina Faso. Et je pense que nos juges n'auront pas droit à l'erreur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois les avocats des victimes, on peut appeler cela comme ça, notamment Maître Benouendé, qui n'a pas du tout été tendre avec les avocats français. Il a même dit qu'il divaguait. Je pense qu'il a été très dur envers ses confrères européens. Et je pense que aussi il reviendra, ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourra dire aux avocats, et surtout à Benouendé, que certaines déclarations peuvent peut-être tendre à donner raison à ces avocats-là. Parce que lui, en tant que membre du gouvernement et en même temps avocat, s'il tient certains types de propos, cela peut présager qu'en réalité, c'est comme si c'est une affaire personnelle.
Donc ça Un peut règlement de un compte. règlement de compte, ça peut ne pas jouer en sa faveur. Donc il pourrait également revoir ce côté. Mais l'un dans l'autre, moi j'ai confiance en notre justice. Je pense qu'il n'y a pas de raison que si François Compaoré vient au Burkina Faso, qu'il soit déclaré coupable avant d'être jugé. Je ne pense pas. Je pense que nos juges, on a des juges quand même assez sérieux. C'est vrai qu'il y a des cas qui laissent à désirer, mais dans l'ensemble, je pense que nous pouvons faire confiance à notre justice. Et pour certains, c'est parce que l'homme a quelque chose à se reprocher il fait tout pour éviter l'extradition. Parce qu'on se rappelle que c'est une affaire qui dure 4 ans déjà même pour commencer, et ça va continuer. Il aurait fait tout quand même pour éviter de revenir au Burkina. Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher? Bon, nécessairement, parce que quand on regarde, il n'était pas le seul de l'ancien régime à être poursuivi ou bien même certains ont été arrêtés. L'ancien premier ministre Luc Adolphe Thiaw est là, je pense qu'il circule librement, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes. Je ne pense pas que ces gens-là soient inquiétés d'une certaine façon. Nécessairement, il a ses raisons de craindre de revenir au pays parce que, vous savez, moi je dis que cela doit donner en même temps des leçons aux uns et aux autres. Si aujourd'hui, il estime qu'il n'est pas évident que le procès soit équitable parce que peut-être cette justice-là ne serait pas indépendante, serait aux ordres et tout, nous disons que mais c'est eux qui ont construit cette justice. C'est eux qui ont construit cette justice pendant plus de 27 ans. Donc, ça doit du coup donner des leçons aux uns aux autres pour dire que si vous construisez quelque chose et vous savez que ce n'est pas bien, il est possible que cette chose-là retourne sur vous. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui construit un avion et qui sait que l'avion n'est pas bien construit. Peut-être que demain, il peut craindre de monter dans cet avion-là pour voyager. Mais si on est sûr qu'on a bâti des institutions fortes, que craindre. Donc peut-être la première des choses qu'on peut dire qui se serait reproché, c'est d'avoir pas contribué à construire des institutions fortes au niveau de Burkina Faso. Parce que si les institutions étaient fortes, pourquoi craindre de revenir? Donc quelque part, au fond, je ne suis pas dans sa tête pour savoir exactement ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Moi, en tant que Pazien, je ne détiens pas des preuves matérielles pour dire voici ce que tu as fait. Mais je pense que le passé avec les différentes preuves qui ont été présentées, soit par la presse, soit par les juges, le confondent beaucoup. Donc, il a des raisons peut-être de vouloir fuir la justice en tant que peut-être présumé coupable. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme peut reprocher à la justice française d'avoir violé les droits de l'homme ou les droits de François Compaoré? Et sur quel aspect? J'ai réfléchi, je me demande sur quoi ils peuvent se baser. Je me demande sur quoi ils peuvent se baser parce que les gens parlent d'un risque. Les gens ces avocats plutôt parlent d'un risque que le procès ne soit pas équitable et qu'il y a des risques sécuritaires. Mais bon, je pense que ces arguments sont inopérants. Pour ma part, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que je me demande peut-être ce qu'ils ont comme autre argument. Mais si ce n'est que cela, je pense que ce qu'on va reprocher... L'affaire a commencé quand il était toujours au Burkina Faso. Je pense que ce n'est pas après son départ qu'on a commencé à lui reprocher des choses. On lui reproche ces choses-là depuis qu'il était au Burkina Faso, depuis qu'il était aux affaires. Donc c'est une vieille affaire qui est en train d'être poursuivie. J'aurais pu comprendre que peut-être après son départ, on ait cherché des poursuites, des têtes rasées, et qu'ils disent non, en fait, c'est parce que je ne suis plus là qu'on veut me créer ces problèmes. Mais Norbert Zongo est mort en 1998. En 1998, il était au Burkina Faso, il était aux affaires. La procédure judiciaire, les plaintes ont été déposées depuis cette période. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'il puisse se prévaloir de violation des droits humains. Je ne pense pas. S'il y a eu violation des droits humains, c'est contre Norbert Zongo et contre le chauffeur de François lui-même et Norbert Zongo, ses compagnons d'infortune. Voilà. Pazien, est-ce que si François Compaoré est effectivement extradé au Burkina Faso, combien de temps les Burkinabés devraient attendre encore pour que l'affaire Norbert Zongo puisse être jugée? C'est une affaire vieille de 23 ans. On sait quand un procès commence, on ne sait pas quand ça finit.
Donc, il n'y a pas un temps, on ne donne pas 1 mois, 2 mois, 3 mois à un juge pour vider un dossier. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, voici, s'il vient en 1 an, ça sera bouclé. Mais je pense que ça va dépendre des débats. Ça va dépendre s'il vient et qu'il reconnaît les choses, ça va aller vite. S'il ne reconnaît pas, chacun va essayer d'apporter ses arguments. Donc, je me dis que tout va dépendre des débats. Parlons d'autre chose. La Haute Cour de justice annonce qu'elle veut reprendre le dossier de l'insurrection populaire de 2014. Est-ce que vous y croyez? C'est une volonté. Mais je dirais qu'il est bien, il est déjà bien pour l'opinion qu'on dise qu'on va reprendre. Il y a eu mort d'homme pendant l'insurrection, pendant le coup d'État. Donc, il serait bien qu'on puisse faire lumière là-dessus pour ne pas que ces personnes-là soient mortes pour rien. Il faudrait cela. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas une haute cour de justice. Je suis de ceux-là qui pensent que cette cour-là doit être dissoute. Il faut que les juridictions de droit commun puissent être compétentes pour connaître de ces affaires. Je dirais même que c'est une violation. Cette cour en elle-même constitue une violation du principe de séparation des pouvoirs. Qui sont les juges de la haute cour de justice? Ce sont les députés. C'est les députés qui siègent. Quand vous regardez dans les fonctions d'un député, il n'y a pas, ce n'est inscrit nulle part qui doit juger les gens. Le député a pour fonction quoi? De voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale. C'est le rôle, on va dire quoi, régalien du député. Donc, le député est réputé politique. Donc, pour éviter qu'on nous dise que c'est des procès politiques, des choses comme ça, je pense qu'il faut laisser, il faut donner compétence au tribunal de droit commun. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou peut avoir compétence exclusive pour juger de ces dossiers-là. Il suffit de créer une chambre à l'intérieur et laisser les magistrats, les juges professionnels connaître de ces affaires. Donc, c'est déjà bien que cela soit jugé, mais je pense que ça aurait été mieux que ce soit le tribunal de droit commun qui ait compétence, qui ait reçu compétence pour connaître de cette affaire-là. On vous aurait compris, vous êtes contre cette haute cour de justice, mais on sait que les Burkinabés attendaient quand même ce procès ou bien l'ouverture même de ce dossier insurrection populaire après le jugement de celui du coup d'État. Est-ce que ces Burkinabés peuvent dire aujourd'hui, enfin, ça va commencer, parce que ça n'a pas encore commencé? Oui, comme je le disais, c'est déjà bien pour l'opinion, c'est déjà bien qu'on ne mette pas ça dans le tiroir. C'est déjà très bien. Il faut que ce soit jugé. Il faut que ce soit jugé. Il faut qu'on fasse la lumière dessus. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait justice. Il faut que les coupables soient poursuivis, qu'ils soient condamnés. Il faut que les familles soient indemnisées. Ça, c'est normal. Il faut qu'on le fasse. Donc, je n'ai rien contre cela. Maintenant, c'est pas qui? C'est ça qui doit le faire. Comme je l'ai dit, il aurait été mieux qu'il n'y ait pas de cour de justice. Parce que, vous voyez, moi, je dis que cette cour, c'est une cour discriminatoire, parce que on dit tous les Burkinabés sont libres, égaux, naissent libres et égaux. Donc on est mis sur le même pied d'égalité. Pourquoi créer un truc spécial parce qu'ils ont été ministres? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On peut être jugé par les mêmes juges dans les mêmes tribunaux. Si on estime qu'il y a des spécificités, il suffit de créer des chambres. Quand vous partez au tribunal de grande instance de Ouagadougou, il y a la chambre civile, voilà, il y a la chambre correctionnelle, il y a comment dirais-je, la chambre commerciale, si vous voulez, à l'intérieur. Donc, on peut créer une chambre spéciale pour ça. C'est eux qui votent les lois. Ils peuvent décider de créer, mais qu'on laisse là, moi je plaide pour cela, qu'on laisse là aux professionnels du droit qui sont formés pour être a priori impartial. Parce qu'un député, a priori, il est partial, il est partisan, il a son camp. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas parce que du jour au lendemain, il aura prêté serment qu'il va changer son opinion. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un exemple sur qui? Peut-être quelqu'un qui était dans l'opposition, qui combat quelqu'un qui est dans la majorité. Et vous voulez que ce soit celui-là qui se retrouve peut-être un jour à devoir juger l'autre. Il y a des a priori qui sont là. Et vous savez, si on doit mettre même en œuvre les réquisitions correctes, les récusations,
C'est-à-dire que le fait de dire tel juge-là, je ne veux pas qu'il me juge parce qu'il a déjà un parti pris. Je pense qu'on pourra dire que l'essentiel, en tout cas de ces personnes-là, ont un parti pris, en dehors peut-être des magistrats professionnels qui sont là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a des magistrats professionnels, mais moi je plaide à ce qu'il y ait, que ce soit essentiellement des magistrats professionnels, des magistrats de carrière, qui connaissent de tout ce qu'il y a comme affaire pénale. Et parlant de l'accusation, c'est un mot qui est beaucoup revenu dans l'affaire CENI. Okay. Alors, on va parler de cette actualité. On va dire que ça a été débloqué maintenant au niveau donc de la CENI avec le nouveau président donc de la CENI. L'opposition, il faut rappeler, récusait le Saounava parce qu'il était politiquement affiché. Bon, politiquement affiché donc MPP. Et est-ce que cette affaire ne rappelle pas aujourd'hui le problème du statut de la chefferie coutumière ou bien des chefs traditionnels? Déjà, moi, je dirais que l'opposition récusait M. Bonaventure Ouedraogo, pas le Saonaba, parce que je ne pense pas qu'il siège là-bas en tant que chef traditionnel ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important. Mais maintenant, on a remarqué vous préférez le nom à l'état civil. À l'état civil. Sinon, pour dire... bon, très souvent, on ne dit pas le nom et le prénom du chef coutumier. Mais justement, nous sommes dans une république. Et il est là-bas. Parce que nous ne sommes pas dans... C'est ce qu'il faut dire. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens. Ce n'est pas un royaume. Nous sommes dans une république. Dans le cadre, il a été député. En tant que député à l'Assemblée nationale, quand on l'appelait, on ne l'appelait pas Saonaba. Et pour qu'il réponde oui, on l'appelle par son nom et son prénom. Et vous voyez, c'est justement pour éviter ce type de protocole, pour éviter ces confusions, qu'il aurait été bien que ces chefs traditionnels évitent la politique. Parce qu'aujourd'hui, moi je l'appelle par exemple M. Bonaventure Ouedraogo, vous me dites, on ne l'appelle pas par son prénom, on l'appelle Saounaba. Mais en politique, c'est inopérant. Donc ce serait bien que pour qu'on puisse donner aux chefs leur place, le respect qui leur est dû, ils évitent de se mêler à la chose politique. Parce qu'ils sont garants de l'autorité morale. Ils sont dépositaires de la morale traditionnelle. Donc il serait bien qu'ils soient peut-être le dernier recours lorsqu'il y a un souci. Mais lorsque eux, même à un moment donné, ils doivent être partis au conflit, au contentieux, ça pose problème. Il a été désigné par le Mogo Naba pour représenter la communauté coutumière. Et on a estimé qu'il a été député. Ce qui est vrai. Il a été député sous le CDP et qu'il a pris parti publiquement pour le MPP. Il y a des meetings notamment. Voilà. Donc, son côté partisan n'est plus à démontrer, c'est réel. Maintenant, qu'il soit récusé, c'est logique. Parce que quand on prenait les représentants de l'opposition, ils sont présumés être partisans. Ça se comprend. Hein? La majorité, c'est normal, ils ont leur bord. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que le président doit venir nécessairement de la société civile? Parce qu'on présume qu'il est impartial. Il n'est pas dans la course. Donc, il peut regarder les deux partis à équidistance. Mais si vous avez été dans l'un des deux cas, vous voyez ce que ça fait. Donc, ça veut dire que ça pose... Il faut comprendre l'esprit. Ce n'est pas pour rien que la CENI est tripartite. Parce qu'on estime qu'au niveau de la société civile, ce sont des gens qui n'ont pas un bord a priori. Voilà. Donc, lui, il a été partisan, c'est réel. Maintenant, c'est le président du FASO qui s'est impliqué pour trouver un dénouement à cette crise. Est-ce qu'il le fallait, surtout que la CENI est une institution indépendante? Oui et non. Oui, parce que le président du FASO, en tant que garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions dans l'État, doit prendre toutes les mesures pour que les institutions fonctionnent bien. La CENI est une institution dont le président doit se rassurer que cela puisse bien fonctionner. Ça, c'est bien. Maintenant, de la façon que cela a été fait, la CENI en tant qu'institution indépendante, il fallait trouver donc une formule, un cadre formel pour pouvoir régler ce problème. Parce que le président du FASO a réglé la chose de façon informelle. Voilà, on m'a dit qu'il a usé de ses relations personnelles. Peut-être il a dit qu'il a plaidé, peut-être qu'il allait voir le Mogo Naba. La nuit, ils ont parlé, il a convaincu. Ça, ce n'est pas une façon républicaine de régler un problème national. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il fallait un cadre formel. Soit à un moment donné, le président prend une ordonnance pour régler la chose, soit à un moment donné, le président convoque les différentes parties dans un cadre formel pour en parler. C'est comme ça qu'on règle les problèmes dans un cadre républicain.
Parce que il faut peut-être éviter de gérer les choses de façon personnelle lorsqu'on est à la tête de l'État. Voilà pourquoi j'ai dit oui, il était du rôle du président du Faso de trouver une solution à cette crise en tant que paysan, mais la manière ne s'y est pas. Il fallait le faire de façon beaucoup plus formelle. Mais là où quand même il y a la chefferie traditionnelle, très souvent les politiques essaient de jouer la diplomatie, de trouver une solution plus tranquille. C'est là le véritable problème, justement. Parce que il faut, vous l'avez plus ou moins introduit en temps, il faut qu'on donne une place bien précise à la chefferie coutumière pour éviter les intrusions. Vous voyez, comme je le dis, il faut qu'on se rappelle du caractère républicain de notre État. Oui, nous avons des notabilités un peu partout au niveau de Burkina Faso. Il y a des chefs, il y a des responsables coutumiers. Donc, c'est important qu'on parle. Ce sont nos valeurs. Moi, je suis par exemple de ceux qui défendent les valeurs africaines. Je suis kamite. Donc, on ne peut pas les remettre en cause. Mais maintenant, dans le cadre républicain, il faut qu'ils aient une place de sorte à ce que ils ne puissent pas rentrer dans le jeu politicien. Pas vous faire dans le jeu politicien pour parler comme un des politiciens. Il y a des coups bas. Et ces personnes doivent éviter de rentrer dans ce champ-là pour éviter de recevoir des coups. Parce qu'en fin de compte, c'est nous-mêmes c'est sur nous que les coups reviennent. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas des gens pour rappeler alors lorsque les politiciens sont en train de se perdre. Et on va terminer par ce sujet, le dialogue politique entre majorité et opposition, qui peine à reprendre aujourd'hui. On se rappelle que l'opposition avait quitté ce dialogue-là pour organiser ses marches le 3 et 4 dernier. Alors, pourquoi ce silence? Est-ce que vous pensez que ça va reprendre? Je pense que le dialogue va reprendre. Je suis sûr que le dialogue va reprendre. L'opposition a usé de belles stratégies. C'est de bonne guerre. Hein. À un moment donné, l'opposition a posé des conditions pour continuer le dialogue. L'opposition a demandé le départ du Premier ministre, le départ du ministre de la Défense. Et je pense que l'opposition n'a pas tout eu. L'opposition n'a pas tout eu. C'est vrai que le ministre de la Défense est parti. Le ministre de la Sécurité également est parti. Il reste maintenant à ce que le dialogue puisse reprendre. Je suis sûr que le dialogue va reprendre parce que quand l'opposition est dans la rue, elle a fait une démonstration de force. Elle a montré elle a une capacité de mobilisation et qu'elle pouvait donc influencer l'opinion publique nationale et internationale. C'est-à-dire qu'elle va revenir sur le débat, au niveau du débat national, avec une position beaucoup plus confortable. Je suis convaincu de cela. Le président du Faso va rappeler, les gens vont rediscuter et je présume déjà de l'issue de cette crise. Le président certainement va proposer un gouvernement d'union nationale. Il y a le chat noir du Nayala qui l'a dit. Ils sont en train de rédiger le nouveau référentiel. C'est le Premier ministre actuel qui l'a initié. D'ici que ce référentiel ne finisse, ils vont changer le Premier ministre. C'est le chat noir du Nayala du MPP qui le dit. Le chat noir du Nayala. Émile Paré. Émile Paré. Voilà, donc c'est lui qui le dit. C'est sûr qu'à la fin de ce dialogue politique, ils vont changer de Premier ministre. Moi, je présume déjà qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Moi, je présume cela. On va appeler l'opposition à venir. Certainement, l'opposition viendra. Peut-être pas toute l'opposition. Il peut y avoir certains de l'opposition qui ne voudront pas aller. Mais je suis sûr que les partis politiques de l'opposition iront. Les grands partis notamment? Les grands partis. Bon, je ne suis pas très sûr que le CDP accepte d'aller au gouvernement. Oui. Je ne suis pas très sûr. Mais je suis convaincu que même si le CDP n'y va pas, d'autres partis de l'opposition iront. C'est comme ça que je vois la chose en tant qu'analyste politique. Et avec cette ouverture donc aux partis politiques, à la société civile, le président, parce que le président a longtemps demandé une union sacrée, il a longtemps demandé à ce qu'on forme un bloc pour lutter contre le terrorisme, et je pense qu'il a également demandé à ce qu'on puisse avoir une union pour aller vers la réconciliation. Donc certainement avec cette ouverture, les partis politiques pourront intégrer le gouvernement et on va repartir encore pour... Vous pensez à des partis comme l'ADF-RDA, le Faso autrement de Ablassé Ouedraogo? Eux sont des partis qui pourraient rejoindre la majorité ou le gouvernement? Pourquoi pas, c'est vrai. Je pense beaucoup plus à des partis comme... comment ils s'appellent Agir,
Je pense à, Agir ouais, ensemble. je pense à agir ensemble, c'est partis qui peuvent y aller parce que c'est sûr que à l'issue du dialogue politique, il faudra prendre des décisions dans le sens de la réconciliation, nécessairement. Si on veut se réconcilier, on va dire, ok, gérons la chose ensemble. C'est qu'on est en Afrique. En fait, c'est une routine en Afrique. Voilà, c'est une routine en Afrique. Notre temps d'entretien est terminé. On va vous permettre de dire un mot sur votre cabinet, puisque vous êtes du cabinet Contine. Oui, je suis le responsable du cabinet Contine, une entreprise, une SARL, qui intervient dans le domaine de des prestations intellectuelles. Nous sommes dans le domaine de la consultation juridique, nous sommes dans les études, les formations, nous faisons du recrutement, nous faisons de la concession de services. Et voici ce qu'on pourrait dire de façon générale par rapport à ce cabinet. Maintenant, si vous permettez, j'ai peut-être quelque chose à demander parce que en tant que parisienne, en tant que web activiste également politique, je demandais dans mes postes à avoir un débat avec le président du FASO sur les questions de jeunesse. La journée internationale de la jeunesse, c'est le 12 août à venir. J'ai vu que le président du FASO, en dehors de la télévision nationale, vous êtes la télévision, certainement, avec qui il collabore le plus. Certainement, vous allez porter cette fois à ce qu'on puisse avoir cet échange-là sur ce que le président du FASO fait concrètement pour la jeunesse du Burkina Faso. Parce que je suis jeune, je plaide la cause de la jeunesse. Entre vous et le président Oui. et d'autres acteurs? On fera un face-à-face. Un face-à-face Pourquoi pas? entre Pazien et le président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous verrons. Merci pour le moment d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions M. Pazien. Il est juriste, certifié manager public et consultant en analyse politique. Rappelons qu'il est du cabinet Contine, qui est une entreprise de prestation de services intellectuels. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons ce clip de Nourat. C'est parti. À l'instant, c'était Nourat avec les Lions qui valorisaient nos FDS. Courage à vous, chères forces de défense et de sécurité. Nous poursuivons avec cette émission et nous allons revenir à la rubrique à la découverte 2 avant de se quitter. Rappelons que cette semaine, c'est une semaine incluant 2 dates très importantes pour le Burkina Faso. Il s'agit notamment des dates du 5 août, marquant l'anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres sous l'impulsion de Maurice Yamego, et la date du 4 août, marquant l'anniversaire de la révolution de 1983 avec Thomas Sankara à la tête. Nous avons donc décidé de faire un clin d'œil à la période révolutionnaire en vous présentant le mémorial Thomas Sankara cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Une manière pour nous de rendre hommage au père de la révolution, Thomas Sankara, en visitant son mémorial. Notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé au Conseil de l'Entente où il a été tué le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et de l'ancien président ghanéen, Feu John Jerry Rawlings, qui était un ami de Thomas Sankara. La statue a été vivement critiquée par beaucoup de Burkinabés lors de son premier dévoilement le 2 mars 2019. Elle sera ensuite démontée puis refaite pendant un an avant la deuxième inauguration, c'était le 17 mai 2020. La statue du mémorial Thomas Sankara trône au Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente a été le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Selon les sankaristes, bâtir le mémorial Thomas Sankara dans cet espace, c'est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution.
Notons que la statue de Thomas Sankara est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes symbolisant ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial Thomas Sankara s'est matérialisé en 2016 après la chute de Blaise Compaoré, mais rappelons que son idée date de 2007, date du symposium international marquant le 20e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution et de ses 12 camarades. Quand on parle du mémorial Thomas Sankara, sachez que ce n'est pas la statue de Thomas Sankara seulement. Le mémorial doit regrouper aussi autres infrastructures, notamment un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment, toutes les infrastructures du mémorial ne sont pas réalisées, il reste un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina Faso. On se souvient que des personnalités ont visité le mémorial Thomas Sankara et la dernière visite de marque est celle de l'opposant et député français Jean-Luc Mélenchon. La visite du mémorial est ouverte au public et les Burkinabés peuvent aller visiter le site. Cette semaine, nous vous présentons le mémorial Thomas Sankara dans la rubrique À la découverte 2. Merci à vous. Je rappelle, ce sont les vacances, donc profitez, amenez les enfants pour visiter le mémorial Thomas Sankara. Et en même temps, vous allez trouver des gens qui vont vous parler, vous raconter ou vous rappeler justement l'histoire donc de ce mémorial ou l'histoire de Thomas Sankara et surtout de ce conseil de l'entente. C'est ici qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Rendez-vous demain, mardi, pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, portez-vous bien. Et on se souhaite excellente semaine. Cues.